Ma thèse servira aux maladroits. Moi-même, je suis particulièrement maladroite, mais j'adore cuisiner. Du coup, j'ai souvent une vilaine blessure au bout du doigt qui persiste. Et dans ces cas-là, je pense toujours à un zébrafiche. Oui, un zébrafiche. C'est un petit poisson d'eau douce avec lequel je travaille. Bon, il ne cuisine pas, il n'a pas de doigts, mais par contre, il sait faire repousser ses membres. Il régénère. Pratique quand on est maladroit, non ? Alors, la régénération se caractérise par des cellules qui vont se multiplier pour donner naissance à un nouveau tissu qui sera identique à l'ancien, mais ça, sans laisser aucune trace, ni cicatrice. Le but de ma thèse, c'est justement de comprendre comment ce processus se met en place chez les espèces qui sont capables de régénérer et pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous. Pour mieux comprendre ce processus, nous sommes intéressés à des cellules de l'immunité. L'immunité, c'est la police de votre corps. C'est ce qui va vous permettre de vous défendre contre des attaques de pathogènes. Ben oui, lorsque vous vous coupez, vous créez une brèche. Du coup, les microbes peuvent facilement vous envahir. Les cellules auxquelles je m'intéresse, ce sont les macrophages. Ce sont des patrouilleurs de l'organisme. Ils viennent dévorer les débris cellulaires et les microbes. Mais ils participent également à un phénomène qu'on appelle l'inflammation. Vous le connaissez, c'est lorsque votre blessure elle est douloureuse, rouge et gonflée. Bon, c'est désagréable, mais ça tue les microbes. On a étudié les macrophages chez le zébrafiche, et étonnamment, ils ne sont pas si différents des nôtres. Par contre, ce que j'ai découvert au cours de ma thèse, c'est que leur élimination bloque la régénération. Alors là, vous allez me dire, bon, on a les mêmes cellules qu'eux, mais on ne fait pas repousser nos doigts. Ben oui, c'est parce que les macrophages sont capables d'adopter différents types de comportements. Parfois, ils vont être pour l'inflammation, et d'autres fois, ils vont être contre l'inflammation. Alors, chez le zébrafiche, les macrophages pro-inflammatoires sont très rapidement recrutés. Mais ils sont capables de retourner leur veste et de devenir des macrophages contre l'inflammation. Mais chez nous, c'est différent. Les macrophages pro-inflammatoires s'accrochent trop longtemps au pouvoir. Du coup, on ne fait pas repousser nos doigts. Mais attention, surtout, ne prenez pas d'anti-inflammatoire à la moindre coupure. Non, on a montré également que l'inflammation était nécessaire au processus de régénération. Finalement, pour régénérer, il faut un petit peu s'enflammer, mais pas trop. Et moi, j'espère que dans quelques années, ma thèse permettra aux gens maladroits, comme moi, de se risquer en cuisine sans avoir peur de perdre un doigt. La laïcité, c'est la liberté d'expression. La laïcité, c'est l'interdiction des signes religieux dans l'espace public. La laïcité, c'est la religion, oui, mais chez soi, dans le cadre privé. Et enfin, la laïcité, elle s'applique à nous tous. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ce sont là des croyances, et des croyances collectives. Mon rôle, en tant que sociologue, c'est de pouvoir comprendre, décrire et expliquer ces croyances collectives. Et c'est ce que je vais faire tout au long de ma thèse, non pas à propos de la laïcité, mais à propos de la terminologie que l'on utilise habituellement pour traiter la question du radicalisme et de la radicalisation liée à l'islam. En effet, on pourrait penser, on pourrait croire que des termes comme islamisme, fondamentalisme, intégrisme, communautarisme, on pourrait croire que ces termes renvoient à des définitions claires et bien précises. En réalité, pas du tout. Ce sont des termes qui sont extrêmement vagues. Et l'objectif de ma thèse est de pouvoir optimiser cette terminologie afin que tous, autant que nous sommes, nous puissions mieux comprendre et aborder cette question religieuse. Alors je vais voir avec vous en quelques secondes la problématique, la difficulté de traiter un sujet avec une terminologie qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. D'abord le radicalisme. On a envie de dire, mais radical par rapport à quoi ? Et puis le radicalisme, ça commence quand ? Ça s'arrête où ? Quand est-ce qu'on est radical ? Quand est-ce qu'on ne l'est plus ? La définition même du radicalisme pose problème, puisque certains chercheurs vont vous dire
le radicalisme, c'est l'idéologie des pratiques extrêmes. D'autres vont vous dire, le radicalisme, c'est l'idéologie du retour à la racine. Quand d'autres vous diront ceci et cela. En définitive, ça n'a pas de définition fixe. Et puis, la terminologie que l'on utilise, eh bien, elle renforce surtout les croyances et les impressions plutôt qu'elle ne donne de sens. Si je dis d'un individu que c'est un islamiste, c'est déjà connoté. Mais si je dis d'un individu que c'est un islamiste, salafiste, fondamentaliste, intégriste, wahhabiste, djihadiste de la secte Feta Salakis au bolet de brebis, ben on n'a pas tout très bien compris. En tout cas, ça a l'air beaucoup plus grave. Pour autant, ça ne veut rien dire. En définitive, pour mieux comprendre la problématique du radicalisme et de la radicalisation, il faut pouvoir mettre au point une terminologie qui soit claire, qui soit neutre et surtout qui soit consensuelle. Que voyez-vous sur cette image ? Vous allez certainement me dire 180. Ou alors, des petits cercles bleus. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Aller faire ses courses. Ce 180 pourrait être comparable à l'action globale d'aller faire ses courses. Et ces petits cercles bleus, ce seraient toutes ces petites tâches qui vont nous permettre de réaliser cette action. Pour un bon nombre d'entre nous, nous pouvons directement voir ce 180. C'est-à-dire, nous pouvons facilement inclure l'action d'aller faire ses courses après une journée de travail. Cependant, pour les personnes âgées, ils vont d'abord voir ces petits cercles bleus. C'est-à-dire, l'action d'aller faire ses courses, pour eux, passera avant tout par penser à aller faire ses courses, se rappeler de la liste des courses, se préparer, aller jusqu'au supermarché, faire ses courses, passer à la caisse, et ainsi de suite. Et vous imaginez bien que ça demande un coût énergétique et psychologique très important. Alors vous comprenez bien pourquoi ils sont souvent bloqués à la caisse juste en face de nous. Et non, ce n'est pas un complot contre nous. Alors quel est l'objectif de ma thèse ? Ce serait de rendre une liberté d'action aux personnes âgées. Ce serait de faire en sorte qu'ils voient cette action d'aller faire ses courses comme une tâche principale, de la vie de tous les jours. Dit autrement, je vais leur permettre de passer de ces petits cercles bleus au 180 et du 180 au petit cercle bleu. C'est ce qu'on appelle être flexible. Et la flexibilité mentale permet d'entretenir notre mémoire. C'est aussi sa capacité avec qui nous faire différentes actions. Nous passer d'une action à une autre action et adapter dans une nouvelle situation. Alors, si vous ne venez pas des îles, je doute fort que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est tout à fait normal, parce que je viens de vous parler en créole. Alors imaginez-vous dans le contexte de prise en charge des personnes âgées qui ne maîtrisent pas la même langue que nous. Comment leur faire comprendre des consignes et des exercices alors qu'ils ne parlent même pas le même français ? Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'action de parler est identique pour tout individu. Nous écoutons, nous voyons, nous ressentons des choses de la même manière. Alors, même si nous ne partageons pas ce même langage parlé, il y a quelque chose qui est commun et universel à tout individu, c'est le langage des sens. Et tout au long de ma thèse, je vais stimuler nos différentes capacités d'exécuter des actions à travers notre corps et nos sens afin d'améliorer cette flexibilité mentale. L'objectif final étant de proposer un programme de prise en charge de la mémoire qui se dit universelle, indépendante de la langue et de culture des individus. Et donc, bonsoir à tous, je suis Droshika, je viens de vous raconter mon projet de thèse pour les 3 prochaines années. Merci. Et si je vous disais que votre smartphone vous provoquera un cancer de la rétine ? Vous ne me croyez pas ? Et si je vous disais que c'est scientifiquement prouvé qu'une étude allemande vient de sortir et que c'est en fait la lumière bleue de vos écrans qui provoque le cancer. Qu'est-ce que je viens de faire ici avec vous ? Je vous ai présenté un risque nouveau, un risque émergent. Voilà ce que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Alors, rassurez-vous, cette histoire de cancer de la rétine, c'était une fake news. En revanche, la lumière bleue crée des insomnies et aussi des maux de tête. Sachant cela, et si vous adhérez à cette idée, vous allez en parler autour de vous, à vos collègues, à vos amis, en famille. Les médias influenceront aussi votre jugement. En somme, vous allez recevoir, mais aussi émettre des croyances. En tant que chercheur en psychologie sociale, je m'intéresse particulièrement à nos croyances envers les risques. Ne mets pas ton téléphone dans ta poche, ou alors tu deviendras stérile. Fais attention mon pote, il ne faut pas que tu boives de l'eau en bouteille, c'est plein de phtalates.
Oh non, chérie, je t'avais dit de prendre des œufs bio, c'est meilleur pour la santé. Vous voyez, les exemples au quotidien ne manquent pas. Alors, j'ai développé un outil scientifique sur la base de questionnaires et d'expérimentations, afin de mieux comprendre nos croyances. Par exemple, dans cette salle et grâce à mon outil, je suis capable de savoir qui parmi vous se représente le smartphone comme quelque chose de dangereux ou bien comme une innovation technologique. Plus encore, parmi ceux qui se représentent cet objet comme un danger, je suis capable de savoir si c'est à cause de la lumière bleue ou bien des ondes électromagnétiques qui rendent stérile. Mais attention, je ne cherche pas ici à démêler le vrai du faux concernant ces risques. Je m'intéresse à vos croyances telles qu'elles sont, sans les juger. Pourquoi ? Parce que celles-ci conditionnent nos pratiques au quotidien. Elles font sens pour nous. Voilà, améliorer les croyances envers les risques, voilà le but de ma thèse. Aussi, elle permettra d'améliorer la communication et la prévention envers les risques, que ce soit dans de nombreux domaines, comme le bien-être en entreprise ou encore la santé publique. Vous voyez, la question des risques est omniprésente dans nos sociétés modernes, à tel point que j'aimerais vous soumettre une réflexion. Si Hamlet devait refaire aujourd'hui son monologue sur la mort et la vie, ne dirait-il pas que la question est plutôt risky or not risky ? Laissez-moi vous conter en quelques mots l'histoire de Bionfalaria, un escargot, hôte d'un parasite vermiforme, le schistosome, c'est ainsi qu'on le nomme. Maître Bionfalaria, dans sa rivière posée, vivait sa petite vie d'escargot. Maître Schisto, qui justement s'y promenait, lui susurra ces quelques mots. « Eh, bonjour, monsieur l'escargot. Que votre coquille est belle, qu'elle semble confortable. Sans mentir, si son intérieur est aussi douillet que semble l'extérieur, vous êtes le léviathan des hôtes de ces eaux. » À ces mots, Bionfalaria ne se sent pas de joie, et pour montrer le confort en son endroit, ouvre grand son opercule, laisse venir l'ennemi. Le schistosome entre, s'installe et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout parasite connu vit aux dépens de celui qui le laisse entrer. » Bionfalaria, honteux et confus, ne sait comment s'en débarrasser. Fort heureusement, il abrite déjà en son sein toute une colonie de petits êtres malins. « Réveillez-vous les amis, on nous attaque, on nous envahit !» S'ensuit alors une bataille qui aujourd'hui fait rage encore, dont on ne connaît guère le détail et que j'étudie à bras le corps. Arrêtons là un peu les rimes et rentrons plus dans le détail. Mon travail de thèse consiste en l'identification de tous les micro-organismes, bactéries, virus, bref, les petits êtres malins, abrités par Maître Bionfalaria grâce à leur carte d'identité qu'est l'ADN et de comprendre leur rôle dans la lutte anti-parasitaire. En effet, si de nombreux micro-organismes résident dans des êtres vivants, comme monsieur l'escargot, c'est parce que chacun y trouve en général son compte. Bien que certains profitent de leur hôte à leur avantage, comme Maître Schistosome, certains petits êtres malins aident à l'alimentation ou la digestion, à la reproduction, d'autres améliorent l'adaptation à certaines conditions environnementales, tandis que d'autres améliorent le système immunitaire de leur hôte. Pourquoi en serait-il autrement pour Maître Bionfalaria ? En effet, selon l'origine géographique de monsieur l'escargot, sa résistance aux parasites diffère. Sa défense est plus ou moins efficace, tout comme l'est la capacité de monsieur le ver à pénétrer dans sa coquille. Maître Bionfalaria a donc une capacité immunitaire différente selon son origine. Peut-être cette capacité est-elle liée à la composition en micro-organismes de l'escargot. C'est donc à cette question que je m'attelle à répondre au cours de mon projet de thèse. Ainsi, si Maître Corbeau n'a pu retrouver son fromage, peut-être Maître Escargot retrouvera-t-il sa tranquillité face à Maître Schistosome grâce aux petits êtres malins qui partagent sa vie. Je veux vous faire douter de l'histoire officielle qui veut que la science moderne se soit constituée contre les arts magiques du Moyen-Âge. Ma thèse consiste à démontrer que la physique moderne a été façonnée par l'alchimie. Et c'est Newton, son fondateur, qui va en témoigner.
Nous connaissons Newton par sa théorie sur la gravitation universelle qui veut que la Lune tombe vers la Terre, tout comme la fameuse pomme. On voit en lui un être rationnel par excellence, austère pour ne pas dire psycho-frigide, tel un doctorant de thèse à 2 semaines de sa soutenance. Bref, on n'aurait pas envie de passer ses vacances avec lui. Mais voilà, qu'en 1936 a été découverte une malle dont le contenu allait remettre en cause tout ce qu'on croyait savoir du physicien. Des manuscrits alchimiques. Nous avons tous quelques notions de ce qu'est l'alchimie, que ce soit par la littérature, Harry Potter, ou la bande dessinée, Gargamel dans les Schtroumpfs. On s'imagine des substances mystérieuses qui frémissent dans des alambics, le plomb changé en or, la pierre philosophale. L'alchimie est donc pour nous une tradition ésotérique, occulte, irrationnelle, rien de commun avec ce que nous appelons la science. Et néanmoins, Newton la pratiqua avec passion, jusqu'à s'empoisonner. Pourquoi ? Parce qu'elle lui permettait, je crois, de résoudre une énigme fondamentale de la physique de son époque, celle du mouvement des planètes. Rappelez-vous lorsque vous jouiez aux billes dans la cour de récréation. Pour déplacer la bille de l'adversaire, il fallait la percuter avec la vôtre. Et bien voilà comment les physiciens de l'époque expliquaient le mouvement des planètes. D'innombrables petites billes invisibles les percutaient en permanence et les poussaient sur leur orbite. C'était l'hypothèse des tourbillons formulée par Descartes. Et oui, Descartes n'a pas fait que se demander s'il existait. Mais voilà, les expériences menées à l'époque de Newton démontrent que le ciel est vide. Les petites billes n'existent pas. Pourtant, les planètes tournent. Il devait donc y avoir une sorte d'action à distance, semblable à la force dans Star Wars. Et où trouve-t-on au XVIIe siècle des actions à distance ? Nulle part ailleurs que dans l'alchimie. C'est ce qu'on appelle les principes actifs. Newton n'a fait que reprendre ces principes actifs pour les étendre à l'univers entier. Voilà comment est née la théorie de la gravitation universelle. Mon projet de thèse consiste donc à démontrer que la physique moderne ne s'est pas constituée contre l'alchimie, mais grâce à l'alchimie, qu'il existe un régime nocturne de la science. Il est dangereux de s'en souvenir, mais plus encore, de l'oublier. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Eh bien non, les produits laitiers ne sont pas les amis de tout le monde. Dans cette salle, 40% d'entre nous sont intolérants ou sensibles au lactose. Et dans le monde, 80%. Sans parler des allergies aux protéines de lait, de l'intolérance au gluten. Si d'ailleurs, parlons du gluten. Cet ensemble de protéines qui se cachent dans la semoule, le pain, dans le blé en général, mais aussi dans d'autres céréales. Et vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « mange des pâtes avant de faire du sport pour avoir des sucres lents ». Merci, mais ici, nous sommes 20% d'intolérants au gluten. Pas facile donc. À moins de passer chez McDonald's ou Burger King, qui proposent à coup sûr des burgers sans gluten. Mais c'est gras et sucré, me direz-vous. Oui, vous avez raison. En plus, 20% d'entre nous sont déjà en excédent de cholestérol. Souvent lié à une mauvaise hygiène alimentaire, le cholestérol est la cause, avec l'excédent de sucre, des fameuses maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus, mais aussi le diabète de type 2. Pas seulement en France, mais aussi en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique. Alors on essaie de contrebalancer tout cela en mangeant correctement. Des fruits et légumes, plein de fruits et légumes. D'ailleurs, il a été annoncé récemment qu'il faut consommer non pas 5, mais bien 10 portions de fruits et légumes par jour. Pas facile donc de s'y retrouver parmi tous ces conseils avisés et ces recommandations compliquées. Mais rassurez-vous, car j'ai la solution. Je travaille à la conception d'un nouvel aliment, un yaourt orange. Orange, simplement parce qu'il est constitué de papaye et de melon, nos super fruits riches en caroténoïdes, des molécules qui vont se transformer en vitamines dans notre organisme. Surtout, ce yaourt est fabriqué à base de maïs fermenté. Le maïs est une céréale sans gluten, et s'il est fermenté, il représente une alternative aux produits laitiers, et c'est donc un pied de nez à nos intolérances diverses. En plus, la fermentation est effectuée par de gentilles bactéries que nous avons sélectionnées pour leurs bienfaits sur notre organisme. En effet, elles facilitent notre digestion, et c'est pour cela qu'elles sont dites probiotiques.
À ce savant mélange sont ajoutés des phytostérols. Les phytostérols sont de petites molécules qui ont la même forme que le cholestérol et qui, du coup, vont être absorbées à sa place par les cellules intestinales. Du coup, le cholestérol, lui, est rejeté. Ingénieux, n'est-ce pas? Ça, c'était la théorie. Passons à la pratique. Aujourd'hui, nous avons conçu ce yaourt et sa recette nutritionnelle, développé son procédé de fabrication. Son petit goût de vomi a été effacé et fait maintenant place à une exquise saveur et une explosion de douceur. Bientôt, vous pourrez le goûter. D'ailleurs, je travaille à l'amélioration de sa durée de vie dans votre frigo, car je veux être sûr que demain, vous l'aurez tous à votre table. Vous savez, on vit entouré de petits êtres vivants extraordinaires, que l'on appelle des bactéries. J'ai eu la chance lors de ma thèse de les côtoyer. Alors non, ma thèse ne consistait pas à les éliminer, mais au contraire à travailler avec elles pour qu'elles nous donnent le meilleur d'elles-mêmes. Grâce à une synergie forte entre la science et ces êtres vivants, on arrive à créer des choses incroyables, tout droit sorties de la science-fiction. Par exemple, si je vous parle d'un film que je trouve culte, Retour vers le futur, est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse voiture, la DeLorean? Très intéressante cette voiture, non? Elle pouvait rouler en utilisant des déchets comme combustible. Eh bien, dans un sens, grâce à la science et cette fameuse collaboration, c'est possible. En effet, j'ai travaillé avec une communauté microbienne assez particulière qui a la capacité de consommer de la matière organique pour produire des molécules énergétiques. Cette matière organique peut, par exemple, provenir de déchets alimentaires, comme ceux que vous pouvez produire chez vous. Et simplement, en dégradant cette matière organique complexe, nos petites bébêtes vont produire des molécules plus simples, comme l'hydrogène. Mais qu'est-ce que l'hydrogène, vous allez me dire? Eh bien, Jules Verne nous l'indique dans une de ses œuvres, L'île mystérieuse. Oui, mes amis, je crois qu'un jour, l'eau sera employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. Merci, monsieur Verne. Merci pour votre anticipation de l'avenir. En effet, l'hydrogène possède une énergie de combustion considérable, 2 fois plus que le gaz naturel, 2 fois plus que le pétrole. Et encore mieux que ça, lorsqu'on le brûle, il ne produit pas de gaz à effet de serre, seulement de l'eau. Et aujourd'hui, il y a déjà des voitures qui peuvent rouler en utilisant l'hydrogène comme combustible. Donc vous voyez, finalement, on n'est pas très loin de la DeLorean, non? Et tout ça grâce à la transformation de la matière organique par les bactéries. Trouver un environnement idéal pour le développement de ces bactéries productrices d'hydrogène fut le but de ma thèse. Mais ce n'est pas chose aisée, car elles ont besoin de conditions bien spécifiques pour se développer et qui peuvent varier d'une communauté à l'autre. Par exemple, on peut travailler sur le type de déchets utilisés, sur la température, la pression ou encore le pH du milieu de réaction. De plus, il y a certaines bactéries qui sont très friandes de l'hydrogène produit et veulent le consommer comme une source d'énergie. Un comble, non? J'ai donc étudié tous ces phénomènes pour créer la symbiose parfaite dans le but de produire un maximum d'hydrogène. Maintenant, si on ressort de la fiction et on revient à la réalité, travailler avec ces micro-organismes et comprendre au mieux comment elles fonctionnent m'a permis d'optimiser un procédé de production de biohydrogène. Et les avantages sont essentiels pour notre planète. Réduction des déchets, limitation de la pollution, production d'énergie renouvelable. Cette synergie entre la science et ces êtres vivants peut vraiment nous aider à résoudre une problématique actuelle et rentrer dans une nouvelle ère, celle de l'économie circulaire. Imaginez que vous êtes un pilote d'avion. Dans votre cockpit, vous devez garder en mémoire la position de l'appareil, sa vitesse, les éléments, les procédures d'urgence. Soudain, une alarme rouge criante et clignotante retentit. Or, malgré l'intensité du signal, vous la manquez. Impossible pour un pilote d'avion expérimenté tel que vous. Eh bien si pourtant. Pour avoir une explication, regardons du côté de la mémoire de travail. C'est un type de mémoire particulier qui ne se réveille que lorsqu'il y a une tâche précise à réaliser et se rendort aussitôt. C'est une espèce de chat dans notre tête, en fait. On va l'appeler Foxy, comme le mien. Pour avoir une illustration, avez-vous déjà essayé de poser des chaussettes une à une sur le dos d'un chat, pendant qu'il se dirige vers ses croquettes? Vous devriez, c'est particulièrement distrayant. Dans le cas de Foxy, plus le nombre de chaussettes augmente, plus elle se rapproche du sol pour finalement se coucher et abandonner, comme si la charge était trop lourde. Eh bien, lorsque vous manquez cette alarme dans le cockpit, c'est ce qu'il se passe. La charge de chaussettes sur le dos du chat est trop importante. Et s'il était possible de créer un tout nouvel outil qui permette de mesurer en direct la quantité de chaussettes sur le dos de Foxy? Je m'explique. L'objectif de ma thèse, c'est de mettre en place un tout nouvel outil qui permette de réaliser un monitoring de la quantité d'informations retenues en mémoire. Pour comprendre ce qu'est le monitoring, je vous invite à poser la main sur le cœur.
On le sent battre, donc on n'est pas surpris qu'il existe des machines pour le mesurer, responsable des moments clés dans les séries qui mettent en jeu des médecins comme Grey's Anatomy. Bip, 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 les médecins déboulent, les machines s'affolent. On ne comprend pas tout à fait tout ce qu'ils disent. Tachycardie, ça veut dire que le cœur bat un peu trop vite. Le médecin réagit, les machines se calment, bip, bip, le patient est sauvé. Cette machine à bip-bip, c'est un électrocardiogramme qui permet de visualiser en direct les battements du cœur. Et c'est ça le principe du monitoring, c'est la possibilité de pouvoir suivre une activité de façon à pouvoir potentiellement y réagir. Mais rappelez-vous, ce que je veux monitorer, c'est la quantité d'informations retenues en mémoire. Pour cela, il me faudrait une mesure. C'est là que l'intelligence artificielle va jouer son rôle, parce qu'elle va me permettre de combiner plusieurs mesures de façon à faire émerger une estimation de la quantité d'informations retenues en mémoire, de la quantité de chaussettes sur le dos de Foxy. Qu'est-ce que je fais concrètement ? J'équipe mes participants, des individus sains, de capteurs de l'activité cérébrale, de l'activité cardiaque et du mouvement, et je les fais réaliser une tâche de mémoire. Pourquoi tout ça ? Parce que lorsque la quantité de chaussettes sur le dos du chat augmente, chacun de ces paramètres varie. Mon travail, ce sera donc de combiner ces mesures de façon à faire émerger une estimation de la quantité d'informations retenues en mémoire. Vous imaginez un cockpit d'avion du futur qui lit dans les pensées du pilote, ou bien des appareils de mesure, des appareils chirurgicaux qui permettent aux médecins d'être au top niveau? Eh bien, mon travail de thèse y aura participé. La société d'aujourd'hui est paradoxale. Nous n'avons jamais autant parlé d'écologie, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi loin des valeurs de la Terre. Nous vivons tous en ville, et même lorsque nous vivons en campagne, nos regards sont tournés vers la ville. Nous sommes tous connectés, et nous courons toujours plus vite sans vraiment savoir où aller. Ces évolutions sociales ne sont pas mauvaises en soi, mais elles créent des précarités nouvelles auxquelles le géographe doit être très vigilant. Une incapacité d'agir, un mal-être quotidien, une déconnexion au cycle de la vie, et surtout, de nouvelles précarités territoriales. Alors que les métropoles ont aujourd'hui une bonne croissance, les villes petites et moyennes, elles, ont d'importantes difficultés économiques. Alors, dans ces petites villes, des citadins en situation de précarité se réapproprient les espaces vacants pour y porter des projets agricoles. Se dégagent alors aux yeux du promeneur des serres de tomates, des planches de légumes ou des cabanes bricolées. Et pour quelqu'un qui adore les plantes comme moi, lorsque le regard croise ces jardins, on n'a qu'une seule envie, c'est de toquer à la porte. Et ça tombe bien, car comprendre les liens entre précarité et jardinage, c'est l'objectif de ma thèse. J'étais parti de l'hypothèse que ces personnes ont retourné à la terre majoritairement pour des raisons économiques. Il fallait se nourrir et éventuellement gagner un petit peu d'argent. Mais je me suis rendu compte que par l'apprentissage, cette motivation économique devenait indissociable de toute une série d'autres motivations. D'ordre social, par exemple, pour améliorer la mauvaise image qu'on peut avoir en ville. D'ordre paysager, lorsque les jardins permettent au corps et à l'esprit de s'évader. D'ordre spirituel, car les jardins sont des lieux où l'on se ressource. Chaque jardin a son histoire, chaque jardinier également, mais ils ont tous un point commun. C'est par une réconciliation entre la ville et la terre, entre des humains et des non-humains, que des personnes en situation de précarité vont pouvoir de nouveau s'émanciper. Au-delà de la compréhension, l'enjeu de telles recherches, c'est de trouver de nouvelles modalités, par la pensée et l'action, pour lutter contre la précarité et faire émerger de nouvelles coexistences entre nature et culture. Avant de commencer ma thèse, si un ami m'avait montré cette photo, en me demandant « Damien, qu'est-ce que tu vois ?» Je crois que j'aurais répondu simplement « Écoute, je vois un jardinier ». Aujourd'hui, 2 ans après, je suis très fier de vous dire que je vois beaucoup plus. Je vois un ex-prisonnier qui se construit un nouvel espace de liberté. Je vois un père de famille au RSA qui réussit de nouveau à nourrir correctement ses 3 enfants. Je vois une veuve qui continue à évoluer spirituellement par la présence des plantes, à défaut de celle de son mari. Et enfin et surtout, je vois des étudiants et des professeurs. Des étudiants d'abord, car ces personnes apprennent à agir au quotidien avec la nature pour améliorer leurs conditions de vie. Des professeurs ensuite, qui m'ont appris une chose essentielle. C'est que si les jardins sont de tout petits espaces, ils ont le pouvoir de changer ce bien commun qui nous concerne tous, la société. Où suis-je ? Bien sûr, je suis là parmi vous, mais comment en être tout à fait certaine si je ne connais pas le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici ? Et puis quel chemin prendre ensuite ? Par chemin, j'entends celui du progrès scientifique. Et dans ma thèse, pour comprendre le chemin parcouru, j'étudie les instruments du 19e siècle de physique de la faculté de l'Université de Montpellier. Alors, malheureusement pour moi,
ces instruments ne parlent pas d'eux-mêmes. Et pourtant, je suis persuadée qu'ils ont plein d'histoires à raconter. Mon objectif, donc, les faire parler et comprendre grâce à eux comment est-ce que la science se faisait au XIXe siècle à Montpellier. Pour que ces petits trésors me révèlent leurs secrets, j'ai mis en place une méthode pour communiquer avec eux. D'abord, je les place dans des conditions agréables. Puis, je les observe. Est-ce qu'ils ont des marques d'usure? Portent-ils la trace d'un fabricant? Et dans quels matériaux est-ce qu'ils sont conçus? Puis, je pars à la recherche d'indices qu'ils auraient pu laisser dans les archives, les publications scientifiques, les ouvrages de l'époque. Et ainsi, grâce à ma patience et un peu de persévérance, je finis par obtenir leur témoignage. Permettez-moi de vous présenter l'actinomètre. C'est un rescapé qui a bien failli finir ses jours dans une benne à ordures parce que personne ne savait l'écouter. Heureusement que des chargés de collection étaient là. Et puis, j'ai pu discuter avec lui grâce à ma méthode. Actinomètre, c'est une bonne situation, ça? Il avait l'air plutôt satisfait. Il m'a répondu qu'il travaillait avec André Crova, un professeur de physique de l'université de Montpellier. Ah mais ça m'intéressait. Alors je lui ai demandé, mais comment est-ce que vous travaillez tous les deux? Il m'a répondu qu'il travaillait face au soleil et que Crova mesurait avec lui l'intensité calorifique de la radiation solaire. Autrement dit, la chaleur. Et ces mesures, me dit-il, permettaient de calculer la température du soleil. Remettez-vous dans le contexte. À l'époque, il n'y avait aucun satellite pour effectuer ces mesures. Et 200 ans auparavant, on croyait encore que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Mais pourquoi calculer la température du soleil? Eh bien, plutôt l'actinomètre, me répondit que les savants du XIXe siècle voulaient tout savoir du soleil pour prévoir la météo, comprendre le climat, et puis parce que, au final, ils ont compris que l'énergie solaire, c'est l'avenir. Alors j'aurai plein d'autres belles histoires à vous raconter. Celle de la lanterne de projection, l'ancêtre du PowerPoint, ou celle du spectroscope, qui aujourd'hui se retrouve dans l'espace, plutôt sa version nouvelle. Alors, toutes ces histoires sont un peu comme les morceaux d'un puzzle qu'il faut reconstituer pour comprendre la façon dont la science se faisait au XIXe siècle. En ce sens, j'espère vous avoir convaincu qu'en étudiant notre histoire, il est plus facile de comprendre le chemin parcouru et de savoir lequel choisir ensuite. Moi maintenant, je sais où je suis et je sais où aller. Le cancer de la prostate. En voilà un sujet source de pessimisme. Et encore, je ne vous ai pas dit qu'il existe des thérapies pour le cancer de la prostate, mais que malgré cela, il demeure le cancer le plus souvent diagnostiqué et l'un des plus meurtriers en France. Je sais ce que vous allez me dire. C'est inadmissible. Mais comment est-ce possible? Mais que fait le Dr House? Déjà, calmez-vous. Laissez-moi vous expliquer. L'une des principales caractéristiques de la cellule cancéreuse est sa capacité à se multiplier sans arrêt. Imaginons le cancer comme un fleuve. À partir de sa source, les cellules cancéreuses vont lentement envahir l'environnement au fil des divisions. Si cela se fait sans contrôle, elles vont pouvoir se propager dans d'autres zones de l'organisme, c'est la formation de métastases. Ainsi, la stratégie thérapeutique va consister à endiguer ce flot tumoral tel un barrage. Nous allons bloquer la progression de la tumeur, voire même la repousser. Simple, n'est-ce pas? Pourtant, au bout de 2 ans, les patients développent un cancer de la prostate résistant à la thérapie. Autrement dit, au sein de ce fleuve tumoral, certaines cellules vont pouvoir forcer le barrage jusqu'à le faire céder. D'autres cellules cancéreuses, plus malignes, vont contourner le traitement et trouver d'autres voies afin de proliférer. Et c'est à ce niveau qu'intervient ma thèse. Je cherche à comprendre comment les cellules cancéreuses deviennent résistantes à une thérapie. Pour cela, dans l'équipe de recherche au sein de laquelle je travaille, nous avons supposé que les cellules cancéreuses vont réagir au traitement en produisant des protéines spécifiques. Ainsi, dès le début de mes travaux, j'ai dû identifier ces protéines. Par la suite, j'ai vérifié l'implication de ces protéines dans la résistance à la thérapie. Pour cela, j'ai réalisé une série de traitements. Tout en utilisant la thérapie clinique, j'ai bloqué l'action de chacune des protéines identifiées afin de déterminer laquelle allait favoriser la multiplication des cellules cancéreuses malgré l'utilisation de la thérapie. À terme, j'ai identifié une protéine spécifique qui est P38. Dans notre fleuve tumoral, certaines cellules cancéreuses auront une production plus importante de la protéine P38. Ainsi, quand notre fleuve va suivre son courant et se retrouver bloqué par le barrage thérapeutique, les cellules cancéreuses qui ont produit énormément de P38 vont pouvoir dévier de ce barrage et proliférer dans d'autres lieux.
De ce fait, si je bloque l'activité de P38, le barrage arrive à contenir l'intégralité du fleuve tumoral. Et à terme, j'espère pouvoir assécher ce fleuve. Pas si pessimiste. Comme l'a dit le Dr House, dans la vie, on a 3 possibilités. Être bon, s'améliorer ou laisser tomber. Nous allons nous améliorer. Pour mon pitch, j'aurai besoin de votre participation. Regardez les personnes qui vous entourent. Maintenant, essayons de considérer que ces personnes sont des cellules. Et oui, les mêmes cellules qui composent notre corps. Lorsqu'elles sont côte à côte, les cellules ont tendance à créer un lien entre elles. Dans notre cas, c'est comme si nous nous tenions la main. Et ceci permet de créer une harmonie entre nous. Ce lien se met en place grâce à des protéines. Parmi elles, la claudine 1. Parfois, des cellules, et donc quelques-uns parmi nous, je ne dirai pas lesquels, voudront perturber ce lien. Comment ? En plus de tendre la main, certains vont tendre le pied, l'épaule, le sourcil. Absurde, non ? Et si je vous disais que dans cette situation chaotique, ces rebelles peuvent devenir invincibles en se multipliant sans contrôle. C'est le cas des cellules du cancer colorectal. L'équipe dans laquelle j'ai développé ma thèse a découvert qu'au niveau de ce lien anarchique existait une protéine abondante, la claudine 1. Ah mais attendez, ce nom vous évoque quelque chose. Effectivement, nous l'avons vu. La claudine 1 peut être également présente au niveau des cellules saines. Revenons vers notre exemple. Ceux parmi nous qui n'ont fait que se tenir la main cachent la claudine 1 et seront considérés comme des cellules saines, tandis que les éléments perturbateurs ont fortement démasqué cette protéine. Nous avons donc décidé de cibler la claudine 1 afin de perturber les cellules tumorales. Notre stratégie s'inspire de notre système immunitaire. Je vous explique. Lorsque notre corps est attaqué par des pathogènes, notre système immunitaire reconnaît des protéines spécifiques de ces agresseurs. Puis, en réponse, nous produisons des anticorps qui vont attaquer ces assaillants. L'objectif de ma thèse est de tester un anticorps reconnaissant la claudine 1 afin de déstabiliser les cellules tumorales. Dans un premier temps, j'ai tout d'abord commencé par essayer de ralentir la multiplication des cellules. Et pour aller plus loin, nous avons armé l'anticorps avec une molécule afin de déstabiliser les cellules tumorales et épargner les cellules saines. Nous avons obtenu des résultats prometteurs. Et ces réussites m'encouragent à développer et à adapter ce traitement à d'autres types de cancers, afin qu'à terme, il soit accessible aux patients. Vous l'avez compris, les cellules tumorales ont besoin d'un lien chaotique afin d'être invincibles. Alors pourquoi ne pas s'en inspirer en créant notre propre lien ? Parce que seuls, nous sommes invisibles, mais ensemble, nous serons invincibles. Vous vous imaginez vivre sans plastique ? Regardez autour de vous. Nous sommes entourés de matériaux plastiques. Plastiques qui sont fabriqués à partir de briques élémentaires issues du pétrole. Or, le pétrole tend à s'épuiser. Il nous faut donc trouver de nouvelles sources de matière. On peut très bien retourner au charbon. Après tout, on l'a bien utilisé durant les dernières décennies, voire les derniers siècles. Mais au final, la meilleure solution n'est-elle pas d'utiliser une source de matière capable de se régénérer ? En partant de cette réflexion, des scientifiques travaillent à la mise en place d'une chimie dont le socle ne serait plus le pétrole, mais des ressources renouvelables issues de la biomasse. Or, les briques élémentaires que l'on peut extraire d'un baril de pétrole, ce ne sont pas vraiment les mêmes que celles que l'on peut obtenir à partir d'un fagot de paille. Le but de ma thèse est donc de transformer directement une brique composée de 2 atomes de carbone et qui est obtenue à partir de biomasse, en une autre brique qui, elle, est composée de 3 atomes et qui est, elle, à l'heure actuelle, obtenue exclusivement à partir de pétrole. Alors, il y a de quoi se dire. Au final, ça va. Il faut rajouter 1 atome de carbone. C'est plutôt simple, non ? Sauf qu'en réalité, on ne peut pas simplement enchaîner les atomes comme des perles sur un fil. Plusieurs transformations sont nécessaires. Et je vais vous montrer. Partons de 3 briques de 2 atomes. On commence par en accrocher 2 entre elles pour donner un produit intermédiaire. Puis, on fait réagir la 3e brique qui nous reste sur le produit intermédiaire pour donner au final
2 briques de 3 atomes. Simple, non? Mais on a besoin d'autre chose pour que cela fonctionne. Car ces réactions, elles ne se font pas spontanément, mais à la surface de grains spéciaux appelés catalyseurs. Moi, je vois mes catalyseurs comme des objets de haute technologie. Tout d'abord, étant donné que les réactions ne se font qu'en surface, on cherche à avoir la surface d'échange la plus grande possible. Et pour cela, on fait des tout petits trous dans les grains. Eh bien, vous savez quoi? Mon catalyseur est si poreux qu'avec 1 gramme de celui-ci, j'ai la même surface que celle d'un terrain de basketball. Ensuite, les trous dans les grains, ils ne sont pas faits au hasard comme dans de l'émental. Mais on a au contraire des canaux bien droits qui vont jouer le rôle d'autoroute à travers les grains. En définitive, on peut se représenter mon procédé comme une cascade que l'on alimenterait en briques de 2 atomes et dont on récupérerait les briques de 3 atomes en bas. Et mon catalyseur jouerait le rôle des galets et des rochers aux parois de cette cascade. Au final, la conversion de paille en plastique, ça coule de source. Vos plantes, elles ne bougent pas. Si un ennemi arrive, elles ne s'enfuient pas. On est tous bien d'accord pour dire qu'une plante, c'est immobile. Bon. Eh bien, imaginez maintenant les défenses qu'elles ont dû développer pour survivre sans bouger d'un poil. Eh oui, les plantes sont de véritables guerrières. Mes guerriers à moi, ce sont des bananiers. Ah, les tropiques. Bon, et bien derrière l'image exotique, les bananiers sont menacés par un virus. S'ils tombent malades, ils poussent moins bien, ils donnent moins de fruits. Un peu comme nous avec une grippe, on a moins la banane. Et comme nous, ils sont contagieux. Car il existe un insecte qui peut transmettre le virus d'un bananier à un autre. Bon, par contre, en cas d'épidémie, l'issue est un peu plus radicale. Les bananiers malades sont arrachés. Pas de bananier, pas de banane. Et pas de banane... Pas de banane? Ouais, sauf que la banane, c'est le fruit le plus consommé sur Terre. Ce fruit, c'est de l'or. C'est la base économique et alimentaire de nombreuses régions sous les tropiques. Alors comment on fait pour le combattre, ce virus? Là, ça devient sournois. Notre virus se cache dans l'ADN de certains bananiers, nos fameux guerriers. Tapis dans l'ombre, il attend le meilleur moment pour attaquer. Un coup de chaud, un coup de soif, un coup de mou. Si le bananier baisse sa garde, bam, le virus attaque. Bon, nos guerriers manient plutôt bien le bouclier et eux ne sont jamais vraiment malades. Mais ils n'en restent pas moins contagieux. Et autour d'eux, d'autres variétés moins entraînées sont beaucoup plus vulnérables. Cette situation, dans une bananeraie, c'est ce qu'on appelle un risque. Mon travail, c'est d'évaluer le risque. Et pour ça, il faut étudier en détail le combat. Pendant ma thèse, j'observe donc et j'étudie ce qui se passe chez des bananiers guerriers lorsqu'ils se font attaquer. Lui, par exemple, il a l'air d'aller bien. Ben, détrompez-vous. Il s'est fait avoir et il est en pleine bataille. Régulièrement, je vais donc aller faire un état de l'avancement du combat. Où en est le virus? Où en sont les défenses? Et là, est-ce qu'il est contagieux? Si oui, drapeau rouge. Ce plan est dangereux. Mais à l'inverse, si la quantité de virus ne suffit pas à transmettre l'infection, drapeau vert. On peut le laisser se défendre parce que ça reste un guerrier. Alors l'idée, c'est pas seulement de faire ça sur un bananier, mais sur tous les guerriers d'une parcelle. En comptant le nombre de drapeaux rouges et donc de bananiers contagieux, je peux évaluer le risque total. Et surtout, l'anticiper pour les prochaines bananeraies. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'intensifier la production et la culture de ces bananes. Mon rôle, c'est de savoir dire si et à partir de quand, voire trop grand, c'est trop risqué. Et au final, c'est aussi ça le progrès. Mieux observer la nature pour mieux la comprendre et ainsi pouvoir mieux la laisser se défendre. Pourquoi commander un Bordeaux et pas un Côte du Rhône? Pourquoi un Montbazillac et pas un Chardonnay? Et pourquoi cette fascination toute vinicole pour l'implantation géographique? C'est parce qu'il existe la réalité des terroirs, des arômes différents, des goûts différents, selon le lieu où le vin a poussé et où la vigne a fermenté. Moi, j'essaie de transposer ce modèle du vin vers le cacao afin de mieux comprendre la génération des arômes et peut-être vous proposer de nouveaux produits. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait du cacao une matière première aussi complexe? On récolte une cabosse et on l'ouvre. Puis, on fait fermenter le cacao qui est à l'intérieur avant de le faire sécher. Et jusque-là, il existe beaucoup de facteurs qui peuvent modifier l'arôme définitif du cacao. Premièrement, la génétique. Il existe différents types de cacao,
comme il existe différents types de cépages. La température, la pluviométrie, mais également les conditions de fermentation, comme pour le vin. Alors jusque-là, on ne distingue le cacao qu'en fonction du pays producteur. Le cacao d'Amérique du Sud et le cacao africain n'ont simplement pas le même goût. Mais rien n'exclut que l'on puisse trouver au sein d'un pays producteur des différences aromatiques imputables à la zone de production, comme pour le vin. Et c'est justement là le cœur passionnant de mon projet. J'étudie le cacao ivoirien pour essayer de déceler des effets terroirs dans son arôme. Alors, pour ce faire, on récolte du cacao 2 fois par an et pendant 3 ans dans des centres de fermentation répartis sur une large bande au sud de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on déguste ces fèves de cacao afin d'établir leur profil aromatique. Celui-ci est-il plus fruité? Celui-là est-il plus boisé? Simple. Et puis on analyse les molécules volatiles de ce même cacao. Basique. Ou pas tant que ça. Lorsqu'on déguste un produit, ce sont les molécules qui font le goût. Ce que l'on cherche donc à faire, c'est identifier les biomarqueurs caractéristiques d'un terroir. Et ce qu'il y a de pertinent avec cette approche, c'est qu'elle ne dépend plus de la subjectivité de mes dégustateurs. Alors, jusqu'à présent, on a réussi à démontrer qu'il existait effectivement un effet terroir en Côte d'Ivoire entre la zone Est et la zone Centre. La zone Est étant caractérisée par un cacao plus floral et ses notes aromatiques étant liées à une famille de composés, les monoterpènes. Alors, on pourrait en rester là, et ce serait franchement déjà bien. Mais en bon caviste, et avec la récolte en cours, je vais pouvoir analyser l'arôme du cacao sur plusieurs années. Dans le vin, on appelle ça le millésime. Alors, maintenant que vous m'avez bien écouté et que vous avez tout compris, vous n'avez pas un tout petit peu envie de venir goûter le Grand Cru 2018 ? Vous avez tous déjà joué à Cluedo, ou du moins déjà entendu parler de ce jeu. Eh bien moi, quand j'étais petite, j'adorais jouer à ce jeu de société où il fallait identifier le meurtrier, voir dans quelle pièce du manoir il a agi et avec quelle arme. Avec ma thèse, j'ai poursuivi ma passion pour le Cluedo et j'ai un peu adapté la version de mon enfance. Dans cette toute nouvelle version que j'ai nommée Cluedo 2.0, on oublie le colonel Moutarde, on oublie le manoir et on se plonge dans une articulation d'enfant qui est toute gonflée. Des articulations d'enfants toutes gonflées, on les retrouve dans une maladie qui est l'arthrite juvénile. Et oui, il n'y a pas que les adultes qui ont l'arthrite. Et on estime qu'à ce jour, en France, environ 3000 enfants souffrent de l'arthrite juvénile, c'est-à-dire une maladie auto-immune, où les cellules du système immunitaire qui protègent contre les bactéries et contre les virus, eh bien, ces cellules se retournent contre l'organisme et ça aboutit à la destruction des articulations. Et il existe différentes formes d'arthrite juvénile. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, il est difficile de les identifier, de les reconnaître. Et ça, vous êtes d'accord que c'est un peu problématique pour le choix du traitement. Mais c'est là que j'interviens, avec mon Cluedo 2.0. Le but de ma thèse, à travers chacune des parties du jeu, c'est d'analyser les différentes formes d'arthrite et de rechercher les cellules qui sont responsables de la destruction des articulations et voir avec quelles armes elles ont agi. Donc maintenant que vous connaissez tous le jeu, la partie peut commencer. Nous sommes dans une articulation d'enfant, un genou, qui est tout gonflé, et nous sommes face à 3 suspects. Le premier, c'est Bob. Bob, il gobe les pathogènes. Mais parfois, Bob, il se trompe de cible, et il gobe des cellules saines. Oui, donc suspect numéro 1. Le deuxième, c'est Kim. Kim, il lance des enzymes de dégradation. Mais quand Kim vise mal, il peut créer de sérieux dégâts. Donc suspect numéro 2. Et puis il y a Michel. Michel, elle a plus un rôle de sentinelle. En cas de danger, elle va alerter les autres cellules. Mais Michel, la sentinelle, a-t-elle alerté trop de cellules? A-t-elle alerté les mauvaises cellules? Eh bien, ce sont des possibilités. Et face à ces différents suspects, je fais comme Sherlock Holmes. Je sors ma loupe, en l'occurrence mon microscope, et je suis les traces qui mènent au coupable. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir identifier chaque forme d'arthrite en découvrant le coupable. Ceci permettrait d'améliorer le diagnostic, mais aussi d'apporter à ces enfants le traitement qui est le plus adapté à leur pathologie. Et c'est avec le Cluedo 2.0 que je compte m'y prendre pour rechercher les coupables et ainsi améliorer la vie de ces enfants qui n'ont pas fini de grandir et qui déjà ont des problèmes d'articulation. Il était une fois
il n'y a pas si longtemps, un druide qui vivait dans les Alpes. Un jour, alors qu'il se promenait afin de ramasser des plantes, il découvrit une grotte. Comme tout bon druide, il savait identifier tous les animaux à leur déjection. Celle-là avait l'apparence d'un gros chien. Mais wow! C'était pas l'odeur d'un bon chien-chat élevé à la croquette. C'était une odeur qu'il avait connue il y a très longtemps, une odeur de carnivore, de prédateur, de sauvage. C'est bien sûr, oui, c'était une crotte de loup. Après avoir disparu de France, il était de retour. Aussitôt, le druide rapporta l'information aux autres druides. La nouvelle se répandit dans le pays, les bergers commencèrent à avoir peur pour leurs moutons. De plus, le loup étant une espèce protégée, il fallait absolument répondre à cette question. Loup y es-tu? Où est le loup? Mais ce n'est pas si facile de les voir. En effet, ils se déplacent beaucoup sur des territoires qui font des centaines de kilomètres carrés et ils savent très bien se cacher. Donc pour répondre à cette question, vous l'aurez compris, il faudra faire avec ce qui laisse derrière eux. Oui, leur petit cadeau. Alors les druides déployèrent un grand réseau d'observateurs dans tout le pays, parmi eux des personnes venant de tous les horizons. Gens des villes comme gens de la campagne, tous passionnés de nature, ils étaient entraînés pendant 3 jours pour reconnaître les excréments de loup. Et c'est là que j'ai été dépêchée. Ma spécialité, c'est statisticienne. Ou magicienne selon les goûts, on va dire magisticienne. J'ai utilisé les crottes comme des indices principaux d'une enquête. Et pour résoudre cette enquête, j'ai construit un modèle statistique de la répartition spatiale du loup en France à l'aide de mon chaudron ordinateur. J'ai divisé la France en milliers de petites zones de 100 km². Puis j'ai regardé si sur chacun de ces sites, un indice avait été découvert. Malheureusement, les observateurs n'allaient pas partout. En retraçant leur trajet, j'ai découvert des lieux où des centaines de personnes se rendaient chaque année. Ils savaient que le loup était présent à ces endroits les années précédentes. À l'opposé, j'ai découvert des lieux où personne n'allait. Désormais, pour savoir si le loup était présent là où on avait peu ou pas cherché, j'ai regardé où il aimait aller. Tous mes lieux avec des indices qui avaient été trouvés. Ils doivent bien avoir des points communs. Altitude, forêt, etc. Si un lieu n'avait pas été visité, mais possédait une grande partie de ces points communs, il y avait une grande probabilité pour que le loup s'y trouve. Loup, tu y es! À partir de là, j'ai pu créer des cartes de probabilité de présence du loup dans tout le pays. Nous pourrons désormais dire « Il est passé par ici, mais il est aussi passé par là, bien qu'on ne l'ait pas vu. » Mais revenons à nos moutons. Il reste encore beaucoup de travail aux druides pour rassurer les bergers et protéger le loup en même temps. Mais peut-être qu'un jour, enfin, ils vivront heureux jusqu'à la fin des temps. Vous vous demandez ce que j'attends? J'attends que mon environnement me transforme. Dans ce cas précis, que vos regards braqués sur moi, qui sont légèrement stressants, modifient l'expression de mes gènes. Car oui, le milieu dans lequel nous vivons peut modifier l'activité de nos gènes. Surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe même une science au nom obscur, l'épigénétique, dont le but est justement d'étudier ce phénomène. Imaginez un peu les conséquences. Si mon environnement peut modifier l'expression de mes gènes, alors il devrait me suffire de regarder en boucle des grands classiques Marvel pour que mes gènes du courage et de l'héroïsme, qui sont actuellement latents, s'activent. Et alors, à moi l'adulation des foules. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Car comme tout bon super-héros, il me faut d'abord trouver une demoiselle en détresse. Mue par mon désir de sauver la veuve et l'orphelin, je me suis intéressée à la plus romanesque des créatures, l'huître. Car les bébés huîtres sont en danger. Ils se développent dans une eau stérile, puis sont placés dans le milieu naturel pour grandir. Et là, c'est le drame. Ils rencontrent leur kryptonite sous la forme d'une maladie complexe due à différents facteurs. La présence de bactéries, de virus, la pollution et la température de l'eau, réchauffement climatique oblige. Cette maladie est responsable de la disparition de plus de 80% des huîtres juvéniles. Donc, en plus de toucher d'innocentes huîtres, elle représente un impact économique majeur pour notre pays, qui est le premier producteur d'huîtres en Europe. Donc finalement, les huîtres que vous consommez, ce sont des survivantes, des Rambo de l'huître. Mais comment aider les autres? C'est justement le sujet de ma thèse. Ne pouvant pas combattre cette maladie à main nue, je me suis transformée en entraîneuse d'huîtres. En prenant des huîtres frères et sœurs, qui ont été reproduites ensemble, ne faites pas ça à la maison, j'obtiens des lignées génétiquement identiques. Je place une partie de mes huîtres dans une eau stérile et l'autre partie dans une eau naturelle riche en micro-organismes. Et mes huîtres qui se développent en eau naturelle
survivent 20% de plus que les autres. J'ai donc réussi à en faire des super huîtres, combattantes de la maladie et exprimant des gènes de la résistance. Et en plus, leurs bébés ont également super pouvoir. Alors, forte de cette première victoire, je vais maintenant aller voir à l'intérieur des huîtres pour comprendre l'origine de leur survie. Ainsi, je pourrais confier aux ostréiculteurs des super huîtres qui survivront dans les fermes ostréicoles et donneront de super descendants, permettant aux ostréiculteurs de pouvoir continuer à vivre de leur métier. Alors aider des huîtres à survivre en milieu hostile, c'est un peu digne d'un scénario hollywoodien, non? En tout cas, ça peut nous permettre de comprendre comment notre environnement peut booster nos gènes. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai encore pas mal de Marvel à visionner. Partons nous balader en campagne et ramassons-y un peu de terre, de sol. Nous pourrions y trouver des lombrics, des fourmis et plein d'autres êtres vivants. Mon dada à moi, ce sont ceux que l'on ne voit pas, les micro-organismes, et plus particulièrement les bactéries, qui représentent plus d'1 milliard d'individus répartis en 10 000 espèces différentes dans un seul gramme de sol. Parmi ces bactéries, chacune joue un rôle précis dans le sol. C'est le cas de Mimi, la bactérie qui recycle l'azote atmosphérique en azote organique, procédé essentiel à la bonne santé de nos sols et des végétaux. Et je n'ai pas le temps de vous parler des copines de Mimi, mais certaines sont même indispensables à la croissance des plantes. Vous l'aurez compris, les bactéries sont essentielles au bon fonctionnement de ce que l'on peut appeler l'écosystème sol. Et si l'une d'elles manque à l'appel, les répercussions sur la santé de celui-ci sont immédiates. Et malgré tout l'enthousiasme de Dame Nature pour faire de son mieux et tenter de conserver un bon fonctionnement de l'écosystème sol, celui-ci reste fragile et l'intensification des activités humaines tend à le modifier. En première ligne, l'utilisation de pesticides et notamment d'herbicides nécessaires au meilleur rendement des cultures. Parmi ces herbicides, certaines classes, comme les tricétones, inhibent une enzyme essentielle dans le développement des mauvaises herbes, les empêchant ainsi de pousser. Jusque-là, tout va pour le mieux. L'agriculteur n'a plus de mauvaises herbes sur son champ et son maïs peut pousser sereinement. Cependant, l'enzyme inhibée par les herbicides tricétones est également présente chez de nombreux micro-organismes, et notamment chez les bactéries du sol, comme Mimi. À présent, imaginons que Mimi réagisse de la même façon que les mauvaises herbes à ce traitement. Elle pourrait disparaître de la motte de terre que nous avions récoltée lors de notre balade. Et c'est tout le fonctionnement de l'écosystème sol qui serait alors mis en danger. Par chance, chaque problème a ses solutions. Et l'objectif de ma thèse est de se servir de ces bactéries sensibles aux herbicides tricétones comme indicateur de la qualité des sols. Je me balade, je ramasse une motte de terre dans un champ et je regarde les espèces bactériennes qui s'y trouvent. Puis je répète l'opération 1 fois, 2 fois, 100 fois, jusqu'à obtenir un schéma d'espèces bactériennes s'avérant être de bons indicateurs de la qualité des sols. Si Mimi et ses copines s'y trouvent, le sol étudié est considéré comme de qualité. Non pollué aux herbicides, l'écosystème fonctionne bien. A l'inverse, si Mimi et ses copines sont introuvables, le sol est de piètre qualité, pollué aux herbicides, et son fonctionnement mis en danger. Les données récoltées me permettront de développer un outil de diagnostic des sols simple et rapide d'utilisation pour les agriculteurs souhaitant surveiller la qualité de leurs terres. Ainsi, Mimi la bactérie sera bientôt en mesure de vous dire si oui ou non, vous pourrez planter des tomates dans votre jardin au printemps prochain.